Fondation HEM, je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir à la commémoration du 3e anniversaire de la disparition du professeur Harpoun et à la toute première remise du prix Mohamed Harpoun. Je souhaiterais tout d'abord, pour situer les choses et expliquer pourquoi nous nous réunissons ce soir dans cette salle, vous dire quelques mots sur la Fondation HEM. Comme certains d'entre vous le savent déjà, HEM, l'école, fête son 25e anniversaire cette année et s'est toujours investi dans la formation de futurs dirigeants, certes performants, mais également imprégnés d'un esprit de citoyenneté active, porteur de changement et de sens de l'éthique. Et comme le disait le professeur Harpoun, l'éthique ne consiste pas à faire la morale aux gens, c'est contraindre la raison philosophique à penser avec rigueur et responsabilité pour identifier les valeurs universelles. Le rôle citoyen de l'école, que HEM cherche à inculquer à ses étudiants à travers ses programmes, se reflète aussi, entre autres, dans les nombreux événements publics qu'elle organise depuis de longues années. Ce rôle s'est également récemment manifesté par la création de la Fondation HEM il y a une année. Celle-ci a 3 objectifs principaux. Premièrement, l'octroi de bourses à des étudiants défavorisés mais méritants. Deuxièmement, l'encouragement de la recherche. Nous ambitionnons ainsi de développer les partenariats publics-privés afin de créer de plus grandes synergies, de produire des études et recherches dépassant les cloisonnements classiques et ce, au sein d'un triptyque de disciplines, management, économie et aussi sciences sociales. Le 3e objectif de la Fondation HEM, qui nous rassemble aujourd'hui, est de développer l'éducation pour tous, de la mettre à la portée d'un plus large public et d'enrichir les connaissances de tout un chacun, à différents niveaux, encore une fois, management, économie et sciences sociales. C'est donc dans ce cadre que nous organisons chaque année, dans les 6 villes où est présente HEM, ce qu'on appelle l'université citoyenne. L'université citoyenne est, pour ceux qui ne la connaissent pas, un cycle de séminaires pluridisciplinaires, ouvert à tous, gratuit, s'étalant sur 3 mois et prodigué par des intervenants de haut niveau, dont certains sont là ce soir. C'est également dans le cadre de ce 3e objectif de la Fondation HEM, je disais que lorsque Mme Harpoun m'a proposé d'associer la Fondation HEM à la Fondation Harpoun pour la paix entre les cultures, justement pour l'événement de ce soir, je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation. C'est aussi, je dirais même d'abord, parce que le professeur Harpoun était un grand ami de HEM. Il est intervenu justement dans l'université citoyenne à plusieurs reprises, dans des conférences débats également, à HEM Casablanca, à HEM Marrakech, et puis notre principale salle de conférence à Fès porte aujourd'hui désormais son nom. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement Mme Harpoun de la confiance qu'elle a placée en nous. Nous sommes très heureux et émus d'être associés à cette commémoration et à cette remise de prix. Nous avons d'ailleurs reçu l'appel d'un certain nombre d'étudiants, notamment de France, qui auraient voulu y assister, mais qui malheureusement ne peuvent pas être parmi nous ce soir. Le professeur Mohamed Harpoun, grand humaniste laïque, était un militant actif du dialogue entre les religions, les peuples et les hommes. Beaucoup se sont retrouvés orphelins après sa disparition. L'héritage et la matière laissée sont énormes. Je vous laisse en découvrir une partie, une synthèse avec nos invités de ce soir, de marque, que je remercie également vivement d'être là avec nous. Je cède maintenant la parole au docteur Abderrahim Kounda, vice-président de la Fondation Harpoun pour la paix entre les cultures, pour vous présenter le programme de ce soir. Très bonne soirée. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Consul général de France, la Fondation Mohamed Harpoun pour la paix entre les cultures et la Fondation HEM sont heureux de vous accueillir ce soir pour célébrer, comme vous l'avez entendu, 2 événements majeurs en l'honneur de la mémoire et de l'œuvre de feu Sidi Mohamed Harpoun qui nous a quittés il y a 3 ans. Je tiens à remercier tout particulièrement Dr Yasmine Ben Amour, DG de HEM, ainsi que tous nos invités et intervenants qui ont pris sur leur programme chargé pour partager avec nous cet instant combien cher à tous. Alors, avant de leur laisser la parole à nos intervenants, avec le professeur François Livonnet comme modérateur, nous allons commencer notre soirée par la projection d'un documentaire réalisé par mesdames Myriam Amrani et Leila Beshiri. Immédiatement après,
nous allons avoir l'intervention du professeur Abdeltaif Fethaddin, professeur de philosophie à l'Université Hassan II de Casablanca. Ensuite, l'intervention du docteur Ghaleb Benchir, essayiste présentateur de l'émission Islam sur France 2 et président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vient ensuite l'intervention de Madame Touria Harkoun, présidente de la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures. Ensuite, un moment tant attendu, la remise du prix Mohamed Harkoun. Et enfin, la conclusion. Et quelle conclusion? Et par qui? Le professeur Edgar Morin, que je vous demande d'applaudir. Merci, cher ami. Eh bien, tout de suite, la projection. Année d'études dans ce collège. Et c'est là que, par exemple, j'ai eu l'occasion d'étudier à la fois l'anglais et le latin. Apprendre le latin m'a donné une grande solidité dans la façon d'utiliser les langues, dans la façon d'écrire, dans la façon de parler, dans la façon de faire une conférence, par exemple. Et par le latin, il y a une entrée dans le grec et la pensée grecque. C'est-à-dire ce qu'on appelait en Europe les grandes humanités, qui formaient les plus grands esprits, les plus riches esprits en Europe. C'est là seulement, c'est-à-dire après le lycée, après avoir acquis tout un bagage de littérature française, de la Révolution, les grands auteurs du XVIIIe siècle, etc., le XIXe siècle, je commence à découvrir alors un autre univers qui est celui de la langue, de la littérature arabe, et qui dit langue et littérature arabe dit une culture très forte, très riche, culture classique ancienne, et aussi découvrir l'islam. Au moment où je préparais la thèse, dans les années 60, il y avait des débats parmi les orientalistes. On parlait d'orientalistes en ce temps-là, c'est-à-dire les spécialistes de l'islam et de la culture et de la langue arabe. Il y avait un débat sur la possibilité de parler d'un humanisme arabe en contexte islamique, et qui soutenait que l'humanisme est un produit de l'Europe depuis le XIVe, XVe, XVIe siècle. Et qu'en islam, étant donné la place qu'occupe la religion dans l'exercice de la raison, les usages de la raison, en contexte islamique justement, c'est incompatible avec l'idée même de l'humanisme. Puisque l'idée de l'humanisme, c'est l'ouverture sur toutes les formes que prend la culture et toutes les modalités d'exercice de la pensée critique dans une culture et une histoire de la pensée.
Et voici que moi j'arrive et que je dis, il y a un mouvement humaniste tout à fait défendable, où la raison s'ouvre à toutes les disciplines, à tous les ordres de la connaissance, à tous les champs de l'investigation de la connaissance des sociétés et des cultures, et ça s'est manifesté et illustré par des œuvres que voici au IVe siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au Xe siècle, à Bagdad, à Shiraz, à Rai, qui est l'actuel Téhéran, etc., etc. Donc je soutenais une thèse qui s'opposait à la thèse de la spécificité de cette découverte de l'humanisme et de cette construction de l'humanisme uniquement en Europe. Et le débat a duré longtemps comme ça, et je suis entré dans cette bataille et j'en suis sorti pratiquement victorieux, puisque actuellement l'idée de l'humanisme arabe tel que je l'ai présenté est adoptée par tous les chercheurs en Occident, mais elle n'est pas encore intégrée et adoptée et respectée et développée par les Arabes et nos chers Arabes, qui par ailleurs disent ce qu'ils disent de la langue arabe, de la richesse de la langue arabe, de la richesse de la culture arabe, etc., etc. C'est pourquoi j'ai écrit ce deuxième livre sur humanisme et islam aujourd'hui, pour expliquer justement l'indifférence, l'oubli, la dimension de l'oubli dans l'histoire de la pensée d'expression arabe et en contexte islamique. Le nom même qui désignait l'humanisme, qui était adab au Xe siècle, a disparu de l'usage dans la langue arabe, car aujourd'hui, dans la langue arabe d'aujourd'hui, quand je dis adab, je désigne uniquement le département de littérature dans les universités, littérature. Alors que la vocation de l'humanisme, c'est d'embrasser tous les savoirs, toutes les disciplines qui conduisent au savoir, et une ouverture totale, y compris lorsque on traite de la question religieuse. Voilà ce que c'est que l'humanisme. Il y a eu une tension dès le début du IXe siècle entre la raison philosophique indissociable de la raison scientifique et critique et la raison religieuse qui s'occupe uniquement de la question religieuse, avec l'exégèse, avec les interprétations du Coran, avec la construction du droit musulman, etc. Tout ça, le hadith, la littérature du hadith, le traitement de la littérature, tout ça, ça forme le domaine des sciences religieuses, le ulum diniya. Et ces ulum diniya ne voulaient pas entendre du tout des ulum aqliya, c'est-à-dire des sciences rationnelles. C'est une bataille ancienne. Et aujourd'hui, elle a atteint le sommet ou le fond de la régression et du refus, justement, en particulier de la raison critique. Il n'est pas possible de dire quoi que la moindre chose, tant soit peu critique, par exemple sur la formation du Mus'haf, comme rassemblement de la parole orale qui a été articulée par le prophète pour faire connaître ce que nous appelons le Coran. Chaque branche du monothéisme se présente, se réclame de la parole de Dieu qui serait authentiquement reçue, transmise et vécue par chaque religion à l'exclusion des deux autres. Et là, c'est l'étude de l'histoire comparée des systèmes théologiques construits par les juifs, les chrétiens et les musulmans. Et
cette construction théologique de la parole de Dieu qui alimente dans chaque religion la foi orthodoxe, ce sont, je les ai définis ainsi depuis longtemps, des constructions théologiques d'exclusion réciproque du bénéfice de la religion vraie. Les théologies monothéistes ne veulent pas parler du mythe. Elles bannissent le mythe pour donner tout le poids nécessaire à la construction d'une foi qui puise sa force dans la parole de Dieu et non pas dans un mythos quelconque. Ça, c'est une grande bataille que l'islam a refusé totalement de connaître. L'islam a même refusé de reconnaître le rôle central de la métaphore dans l'organisation du discours prophétique et la production du sens par le discours prophétique, totalement effacé. Aujourd'hui, plus que jamais. Et voilà des États maghrébins fondant leur légitimité sur un parti unique composé d'ignorants de tous ces problèmes qui vont souverainement décider de l'orientation historique du destin des peuples maghrébins. Alors que tous ces problèmes sont en friche, tous ces problèmes sont ignorés, tous ces problèmes sont mis de côté et rageusement éliminés par les discours islamiques fondamentalistes qui, sous prétexte de dénoncer l'occupation coloniale, ont refusé tous ces trésors de la pensée qui ont permis à l'Europe de se construire et qui, en islam, nous ont conduits dans l'impasse historique totale qui a été créée au jour le jour, préparée au jour le jour depuis les indépendances. Le Maghreb, sous prétexte de lutte anticoloniale, a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il ne s'est jamais posé la question de différencier un système politique effectivement intolérable et un système politique colonial qui est une trahison profonde à l'intérieur de l'histoire européenne de la raison des Lumières. Des révolutions intellectuelles, juridiques, sociales, économiques, scientifiques accomplies dans le parcours européen seul, à l'exclusion de tous les autres dans le monde, grâce à l'émergence de la raison des Lumières. Le Maghreb, jusqu'à nos jours, ne fait pas de différence. Bon, il y a des crises, il y a des ratés, il y a tout ce qu'on veut, mais la raison des Lumières est toujours là, assurant la garde critique, dénonçant, rejetant, révisant ce qui a fait justement les dérives idéologiques comme celle du colonialisme. Ça, c'est un point extrêmement important. Et encore une fois, on reconnaît là les forces obscurantistes qui prédominent dans l'histoire de l'espace maghrébin et qui conduisent à rejeter
chose qui appartient à l'esprit humain et à la condition humaine. Et à quoi il faut adhérer et dont nous avons besoin pour relire, comme je l'ai dit, notre histoire. Au lieu de faire cela, on a arabisé l'enseignement dans les années 60 et 70 pour couper toute communication intellectuelle avec les langues européennes. Avec les langues européennes. Car c'est par la langue que l'esprit grandit. La même politique, par conséquent, a prédominé vis-à-vis des sciences sociales en général. Car il y a eu une politique systématique d'éliminer la philosophie, par exemple, en l'arabisant prématurément, en arabisant l'enseignement de la philosophie, alors que l'arabe a perdu contact avec son lexique philosophique qui a existé, qui est très fortement dans la période classique, au moment où la philosophie était en honneur dans l'espace musulman classique. Donc il y a là des gestes qui ont été, des gestes politiques, des choix politiques qui ont été imposés aux peuples, différents peuples maghrébins, marocains, algériens, tunisiens, etc. Et ce peuple, ces peuples, n'ont jamais formé une société civile, comme je l'ai déjà souligné, qui jouisse de droits de parole opposables à l'État. Tant que cette situation juridique qui est acquise dans les États-nations européens depuis le XIXe siècle et qui chez nous est restée un tabou et qui est combattu systématiquement par les États parce que les États ne veulent absolument pas avoir dans la société de forces opposables à ce que décident les États. Et ça, c'est la condition élémentaire de régime démocratique moderne. Et c'est le test qui montre que les régimes démocratiques modernes n'existent pas ni au Maghreb, ni nulle part dans les pays arabes. L'islam est en perdition pour des raisons internes que j'ai mentionnées. Il est en perdition vis-à-vis d'un sauvetage de soi-même. En perdition. Il a besoin d'aide. Et l'Europe ne comprend pas cette situation historique du monde musulman. Parce que l'Europe résiste encore au nom de l'athéisme, au nom de la liberté de penser, au nom de je ne sais quoi, non pas à ramener le religieux dans ses formes traditionnelles, pas du tout, mais de dépasser le religieux comme obstacle intellectuel, comme obstacle à la pensée, de donner à la dimension spirituelle et à la dimension éthique de la condition humaine, de l'action historique des hommes, une éthique et des références éthiques et spirituelles partageables par l'ensemble des cultures et non pas ces religions avec leur théologie dogmatique qui séparent radicalement, comme je l'ai expliqué, les hommes entre eux dans une même société. Ça, l'Europe ne l'a pas compris. Et quand j'ai réclamé une école nationale d'études islamiques en France, ça n'est pas du tout pour installer l'idéologie musulmane dans cette école. C'est pour dépasser
les usages que les sociétés continuent de faire de la religion avec des tissus d'anachronisme énormes. Tous les discours religieux contemporains sur la foi, la spiritualité, etc., reposent sur des anachronismes intolérables. Ce que je demande par conséquent, ça n'est pas du tout ces religions vivant avec des anachronismes monstrueux, inacceptables, intellectuellement et scientifiquement et culturellement, mais le dépassement de ces usages anachroniques et idéologiques du religieux pour l'imposer dans les espaces démocratiques. Il suffit de voir les débats à la télévision qui ne touchent jamais à cette question-là. Et les Français, les Allemands, les Hollandais qui se targuent d'offrir des mosquées, en veux-tu, en voilà, mais bien sûr, chers amis. Avec des pactes, des accords commerciaux, etc., et toute une politique stratégique de conquête des marchés avec l'Arabie Saoudite, les pays pétroliers, etc., ça se mélange avec tout ça. Donc il y a là une faiblesse, et même une démission dans l'Union européenne. Non, il faut un débat démocratique, critique, sur les usages que je fais de l'espace des mosquées. Quelles paroles circulent dans l'espace des mosquées? Et quelles paroles circulent dans des lycées privés, subventionnés par l'État, en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Nous savons très bien ce qui se passe dans les pays musulmans. Comment les partis États, précisément, ont confisqué l'espace scolaire pour y faire circuler exclusivement non seulement un islam durantiste, mais un islam qui pervertit et traumatise l'intelligence, les facultés de compréhension des jeunes enfants de 6 à 10 ans. Que les musulmans le fassent, bon, il y a des raisons à cela qui ne les excusent pas, parce qu'ils ont créé des dommages considérables et traumatisé plusieurs générations successives. Mais que l'Europe reproduise cette même situation tout en se targuant d'appliquer, elle, la liberté religieuse d'une façon intellectuellement irresponsable, politiquement irresponsable, ça, c'est une faute majeure que j'ai dénoncée depuis 50 ans. Et je n'ai pas réussi. Les années 70, après ma thèse, je suis passé justement à ces deux combats, qui est d'ouvrir le grand chantier de l'islamologie appliquée, qui n'a pas du tout les mêmes méthodes, les mêmes positions épistémologiques que l'islamologie classique de l'orientalisme, ni avec la littérature politologique qui va dominer et envahir tout le savoir sur l'islam à partir de la révolution de Khomeini, de la révolution iranienne en particulier, plus le 11 septembre, et ça, les sciences politiques ont complètement accaparé, monopolisé le discours sur l'islam, mais sur l'islam terroriste, sur l'islam fondamentaliste, oublions tous les grands textes et toutes les grandes productions de l'islam classique et de la pensée classique. Là aussi, c'est un combat. Et c'est un combat à l'intérieur de l'université. Ça n'est pas un combat politique, c'est d'abord un combat épistémologique à l'intérieur des universités.
qu'est-ce qu'on enseigne et comment on enseigne, qu'est-ce qu'on recherche et comment on recherche au sujet de l'islam. Et ça reste pour moi un combat, car il y a des résistances, évidemment, il y a l'establishment, les universités aujourd'hui, dans le domaine des études historiques, etc., elles sont dominées par les politologues, par les sciences politiques, parce qu'il y a un usage immédiat, tous les États en ont besoin, et tous les commentaires, etc., que nous faisons sur l'islam, c'est les sciences politiques qui en procèdent, et les sciences politiques travaillent sur la courte durée. Après le 11 septembre, tout ce qui s'est passé avant le 11 septembre dans les sociétés musulmanes, c'est terminé, on n'en parle plus. Donc, la durée d'intérêt pour les études, qu'est-ce que devient l'islam aujourd'hui, va se restreindre à ce qui s'est passé et s'est passé depuis le 11 septembre. Et moi, dans mon travail, la première chose à faire, c'est la longue durée. Placer les choses dans la longue et très longue durée, jusqu'à la Bible. Puisqu'il faut parler de la Bible avec les religions monothéistes. Vont nous rejoindre, Myriam et Leïla. Myriam qui est politologue et qui habite Bruxelles et qui préside une association d'Akira. Et Leïla est chercheuse à l'Université de Genève. Alors, vous allez nous parler de ce fameux rencontre avec Mohamed Harkoun. Oui. Il y a le choix public. Je vais d'abord commencer par remercier la Fondation H&M pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a réservé. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager, échanger, rencontrer, tisser des liens, un réseau beaucoup plus large pour nous, enfants, issus de l'immigration en Europe. Je voulais évidemment remercier Mme Touria Harkoun qui n'a pas cessé de nous soutenir dans notre démarche et participe à nos côtés à la démocratisation de la pensée harkounienne en promouvant notamment la fondation Harkoun. Alors, le film que vous venez de voir, Mohamed Harkoun, pour la libération de la pensée, est le fruit d'un travail collectif qui s'inscrit dans une aventure humaine et intellectuelle qui a débuté il y a un peu plus de 7 ans à Bruxelles. Avec près de 17% de la population totale, Bruxelles est une des villes d'Europe qui recense le plus de citoyens d'ascendance musulmane. La mobilisation du référentiel islamique suscite ici et là des débats passionnés. L'islam est associé à des attentats terroristes, amalgamé à l'immigration avec son corollaire de questions identitaires, ou encore présenté comme une menace à la laïcité et à la liberté d'expression. S'il ne fait aucun doute que l'islam est au cœur des préoccupations, son évocation reste essentiellement émotionnelle, confuse et peu encline à la nuance. Dans ce contexte, l'association d'Akira propose depuis 2007 un séminaire de sensibilisation à l'islam dans une perspective pluridisciplinaire qui vise à contribuer à la promotion d'une société du mieux vivre ensemble. Dans le cadre de ce séminaire, qui dépasse la question de l'islam du champ théologique vers le champ scientifique, les recherches universitaires sont sorties de l'ombre académique
accessible au grand public. Des conférences sont organisées avec des chercheurs d'horizons différents, des outils pédagogiques sont réalisés en vue de vulgariser les savoirs universitaires. En opposition à une démarche apologétique et catéchisante de l'islam, les spécialistes et les participants du séminaire sont choisis en fonction de l'approche scientifique qu'ils adoptent à l'endroit de l'islam. Durant ces 6 années écoulées, un réseau international a été tissé avec des personnalités académiques de renommée internationale, dont feu le professeur Mohamed Harkoun. À l'heure de la globalisation et de localité globale, le printemps arabe nous révèle entre autres l'impact des mouvements idéologiques fondamentalistes dans le monde musulman, que l'on retrouve également en Europe occidentale. C'est pourquoi il nous semble impératif et urgent, au nom du droit au savoir critique, de créer un espace de réflexion sur la question de l'islam. Notre démarche citoyenne ambitionne de contribuer à la démocratisation d'un savoir académique en vue d'informer et d'outiller les différents acteurs sociaux dans le but de promouvoir un véritable dialogue interculturel et une société du mieux vivre ensemble. Nous souhaitons en outre doter les jeunes issus de la communauté musulmane vivant en contexte européen d'un savoir critique, notamment celui de penseurs musulmans qui revisitent l'histoire des dogmes et des institutions, interrogent les interprétations théologiques ou juridiques successives et qui adoptent une approche multidisciplinaire, socio-anthropologique et linguistique des textes fondateurs de l'islam, en proposant, entre autres, des alternatives qui tentent d'allier la foi musulmane à la modernité sécularisée. Notre démarche critique et résolument citoyenne ambitionne de créer également des synergies entre la société civile, le monde académique et le monde politique, pour qu'ensemble nous puissions trouver un socle de valeurs communes humanistes qui transcendent les différences en appelant constamment toutes les cultures à cette responsabilité intellectuelle de retour réflexif sur soi. Enfin, notre initiative ne s'inscrit pas dans la caution d'un tel courant musulman de pensée par rapport à un autre, de prôner un islam des Lumières qui se démarquerait d'un islam obscurantiste ou vice-versa. Notre démarche a vocation de sortir des logiques d'opposition binaire et des polémiques stériles pour investir le champ de la réflexion. Il s'agit avant tout d'aménager un espace serein de réflexion en fournissant des grilles d'analyse et de lecture historiques et contemporaines de l'islam en tant que fait religieux. Liberté laissée à chacun de s'informer, de se forger une opinion et de se positionner en connaissance de cause, car, comme le disait si bien Condorcet, il n'y a pas de liberté pour l'ignorant. Je vous remercie de votre attention. Précisément 10 ans, ici à Casablanca, qu'est né ce projet de séminaire relatif à la question de l'islam. Alors souvent, les projets sont liés à des trajectoires personnelles, et je vais peut-être dire un petit mot sur mon parcours personnel. Je suis née à Bruxelles, issue de l'immigration maghrébine, qui fête d'ailleurs ses 50 ans de la signature des accords bilatéraux de présence en Belgique. Et adolescente, je me posais des questions, comme un peu beaucoup de monde, sur la question de la vie, de la mort. Et j'étais insatisfaite des éléments de réponse apportés par l'école. Et donc, je me suis très vite retrouvée confrontée en fait à ce que Weber appelle les gestionnaires du sacré, qui sont issus du courant des frères musulmans depuis les années 90,
mais évidemment, à l'époque, j'ignorais le caractère militant et idéologique des courants des frères musulmans. Et à partir des années 2000, est apparu sur le champ public religieux des acteurs salafistes. Toujours insatisfaite de l'explication de l'islam apportée par ces acteurs et ayant hérité d'un cadre de référence islamique issu de ma famille, j'ai décidé d'inscrire ces interrogations dans un cadre académique. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu l'heureuse rencontre des auteurs comme Claude Cahen, comme Henri Laoste, comme Abdelmajid Chafi, et parmi tant d'autres, bien évidemment, notre grand et regretté Mohamed Harkoun. Et je me suis rendu compte du fossé énorme existant entre l'islam militant qui prône une identité figée, englobante, et qui se fonde, pour paraphraser Mohamed Harkoun, qui se fonde sur ce passé mytho-historique, des ouvertures intellectuelles apportées par l'approche historique et pluridisciplinaire du fait islamique. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'importance capitale de démocratiser ce savoir critique vis-à-vis du public qui ignore totalement ce savoir critique relatif à l'islam. Et donc, ici, il y a exactement 10 ans, Casablanca, dans le cadre d'un colloque sur le féminisme, j'ai eu le bonheur de rencontrer Myriam, qui est devenue une grande amie, et ensemble, on a réfléchi sur ces questions-là. Et on était venus soutenir les féministes marocaines que je salue, qui se sont battues pour les réformes de la Moudawana, pour l'égalité des sexes. Et à partir du moment donc, où on a élaboré ce projet que Myriam vous a soumis, dans ce cadre-là, nous avons invité notre grand et érudit Mohamed Harkoun pour une première conférence en 2008 qui s'intitulait « Pour une histoire réflexive de la pensée islamique ». Et lorsque nous l'avons entendu, nous étions tellement impressionnés par son savoir encyclopédique, par son approche subversive et conceptuelle, par son charisme et son humanisme, que nous avons décidé, Myriam et moi, de lui soumettre un projet visant à diffuser son apport à grande échelle, à travers justement la réalisation d'un coffret DVD qui comprend le film que vous venez de voir, donc Mohamed Harkoun pour une pensée libératrice. Il y aura également un film qui s'intitule Mohamed Harkoun et les prémices du printemps arabe, un cycle de 3 conférences qui s'intitule Penser le fait religieux à travers l'exemple de l'islam, qu'il a conçu comme un legs, comme un héritage intellectuel à transmettre, et également d'un petit livret comprenant sa biographie et sa bibliographie, et évidemment l'adresse du site web de la Fondation Mohamed Harkoun, dont il faut saluer le travail énorme que son épouse, Madame Touria Harkoun, réalise. Et cette fondation est une véritable mine d'or. Alors nous sommes particulièrement fiers de vous annoncer la sortie prochaine de ce coffret DVD, d'ici un mois ou 2. Et enfin, je terminerai en disant qu'il n'y aurait de véritable printemps arabe qu'en adoptant l'approche subversive de l'œuvre révolutionnaire de Mohamed Harkoun, qui est le premier dans l'histoire de la pensée islamique à inviter justement les acteurs de la pensée islamique à soumettre la raison théologique à la connaissance critique à l'aune des sciences de l'homme et de la société pour sortir de la clôture dogmatique dans laquelle se sont enfermés tant l'islam orthodoxe que l'islam militant. Et la spécificité de l'apport de Mohamed Harkoun
et de son œuvre, à notre avis, l'islam ne s'inscrira dans la modernité qu'avec son approche harkounienne. Pourquoi? Parce qu'un de ses apports essentiels, c'est de démontrer l'historicité des postulats de la croyance et des textes fondateurs de l'islam, qui sont souvent présentés comme un islam ahistorique, au-dessus de l'histoire. Or, c'est précisément la reconnaissance du statut de l'historicité des textes scripturaires dans le christianisme, surtout avec le protestantisme, qui l'a inscrit dans la modernité, qui a donc inscrit le christianisme dans la modernité. Mohamed Harkoun, à l'aune d'une approche historique, a développé également tout un travail sur le rapport entre le pouvoir, le hukm et l'autorité, au sultan. Et en fait, tout son travail qu'il a élaboré, aujourd'hui, c'est un travail essentiel pour penser le rapport entre l'État, la religion et la charia. C'est essentiel. Mais cette œuvre, elle est également salvatrice pour les personnes d'ascendance musulmane en Europe et ailleurs, parce que Mohamed Harkoun était également un acteur majeur du dialogue interculturel et interreligieux. Il a beaucoup travaillé au sein de l'UNESCO. Et il ne venait pas avec un discours de bonne intention, mais il avait une réelle autocritique avec des pistes de travail. Et par exemple, il s'est beaucoup penché sur l'idée de vérité. Comment se construit une vérité à travers l'histoire? Et il a notamment, en s'inspirant de l'œuvre de René Girard, il a développé Violence, sacrée et vérité. Autrement dit, comment la vérité sacralise la violence en rejetant l'autre au nom d'un régime de vérité. Mais il a démontré que la violence, elle est fondamentalement anthropologique. Mais il a fait un travail sur la sourate 9 Tawba, le repenti, à partir de ce concept anthropologique pour démontrer l'historicité des textes religieux, parce que cette sourate, elle peut légitimer le djihad. Enfin, Mohamed Harkoun, ce grand humaniste, n'a cessé de son vivant d'appeler toutes les cultures à ce retour réflexif sur soi en prônant une solidarité des peuples. J'aimerais terminer pour à nouveau saluer tout le travail que fait Touria Harkoun à travers sa fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures, parce qu'il s'agit d'une véritable bibliothèque vivante de l'œuvre de Mohamed Harkoun. Et j'appelle les instances politiques et les instances académiques au niveau national et international à soutenir cette fondation pour que cette œuvre subversive soit diffusée au niveau du programme universitaire, au niveau du programme scolaire, à l'échelle internationale. Parce que l'œuvre de Mohamed Harkoun, elle est nécessaire pour l'émancipation des esprits et pour un mieux vivre ensemble à l'échelle mondiale. Je vous remercie. Merci Leïla. En attendant la réapparition du professeur Abdelatif Fededine et de notre ami, Khaled, tu peux venir maintenant. Tout modérateur que je suis comme les autres, c'est-à-dire ici, nous avons un point commun, c'est que nous avons tous connu Mohamed Harkoun et que cette rencontre a été une rencontre amicale. C'est quelque chose d'important, c'est qu'il concevait la pensée à travers ce lien d'amitié, héritage grec, qu'il cultivait, mais un héritage grec enrichi par les salons du XVIIIe et enrichi par le calame de la tradition arabe. Je crois qu'il faut rappeler, moi je l'ai rencontré, je ne suis pas du tout arabisant, je l'ai rencontré quand je travaillais sur Massignon, j'ai édité Massignon avec Christian Jambet, les écrits mémorables de Massignon, et je trouve que Mohamed Harkoun avait été l'élève de Massignon. Et c'est pas en tant qu'arabisant que je m'intéressais à Massignon, mais Massignon dans la lignée
de Huysmans, de Blois, etc. Tout cela est peut-être secondaire. Moi, je voulais simplement, à propos de ce film, deux choses doivent être retenues, à mon avis, qui nous intéressent tous, les Marocains qui sont présents, les Français qui sont présents. C'est que lorsqu'il dit qu'il n'y a pas à Paris d'institut d'études islamiques, et qu'il le regrette, ça rappelle aussi des protestations de Massignon à l'époque où les fonctionnaires coloniaux en Algérie ne connaissaient pas la langue arabe. Mais c'est aussi un problème de réflexivité. Et cette réflexivité, ce défaut de réflexivité que le monde arabo-islamique vit cruellement, mais que les Européens vivent cruellement, c'est aussi le problème de la place, par exemple, de la communauté d'origine musulmane, arabo-musulmane en France. Cette communauté, elle existe, cette communauté n'a pas la place qu'elle devrait avoir. Et une indication comme cela, parmi d'autres, Mohamed Harkoun s'inscrit dans une grande lignée, qui est une lignée des islamologues, de Blacher, Berthe, de Massignon, dont on a parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en France, au moment où peut-être on a le plus besoin qu'il y ait des islamologues de qualité, eh bien, il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'au Collège de France, il n'y a pas l'équivalent de ces grands professeurs qui donnaient aux recherches sur l'islamologie une dignité et surtout un écho transdisciplinaire. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et le professeur Harkoun était très conscient de cela et voulait animer aussi dans la communauté française des débats qui soient autre chose que des débats d'opinion ou des cris du cœur. Je vais donc passer la parole au professeur Abdelatif Fededine. Merci, excusez mon prononciation lamentable des noms arabes. Bonsoir, messieurs, dames, chers collègues. Donc, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Harkoun et HEM de nous avoir annoncé, donné l'occasion de nous réunir aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie de remise du prix Mohamed Harkoun dans sa première édition, qui coïncide avec la commémoration du 3e anniversaire du décès de Mohamed Harkoun. Ce sera pour nous l'occasion d'évoquer les legs culturels et intellectuels de cet illustre penseur et de saluer un homme débordant de bonté, de bienveillance, de passion pour la vie, ainsi qu'un intellectuel engagé, déterminé à exprimer avec une audace rare dans l'histoire culturelle moderne. Mohamed Harkoun est resté fortement attaché à la pensée indépendante et à l'opinion libre. Loin de toute institution, de toute fonction, exception faite de celle qui s'assignait, en tant que penseur libre, imprégné de la foi en la recherche scientifique et la liberté de penser. Il convient à cet égard de parler, ne serait-ce que de manière concise, vu le temps consacré à l'intervention, de Mohamed Harkoun, l'homme et l'intellectuel. Mohamed Harkoun, donc mon exposé sera articulé autour de ces deux aspects, l'un consacré à Mohamed Harkoun, l'homme, l'autre centré sur quelques-unes ou quelques-uns des aspects inhérents au projet harkounien, projet que je ramènerai au concept de critique en tant que concept central érigé par ce dispositif conceptuel étroitement lié à la question de la méthode. Donc je commencerai par Mohamed Harkoun, l'homme. La description la plus éloquente de la vie et des activités de Mohamed Harkoun consisterait à affirmer qu'il a toujours été question pour lui de dépasser les limites et de franchir les frontières. La première frontière étant sa terre natale. Il a en effet aboli les frontières géographiques pour ses études universitaires, quittant l'Algérie, traversant la Méditerranée, se rendant à Paris pour étudier à la Sorbonne, après quoi il a franchi la sorte bien des frontières, d'abord linguistiques, puis culturelles et politiques. Or, tout acte transfrontalier, tout passage à travers les limites n'en est pas moins synonyme de souffrance.
s'étant attaché au Maroc à travers son épouse, Mohamed Harkoun en a fait son espace de repos et d'inspiration. Mohamed Harkoun croyait en certaines élites maghrébines qui ont su non seulement assimiler son projet intellectuel et en saisir la quiddité, l'essence et les dimensions, mais aussi transformer un tel projet, selon ses propres dires, en une véritable pensée engagée. Faisons de l'apport du penseur un fil conducteur qui oriente leur propre choix. Ce faisant, ces élites ont contribué à l'incarnation d'un projet politique, mais aussi bien d'un projet philosophique de nature foncièrement humaniste. Il s'agit en effet d'un projet susceptible de reconstruire et restructurer l'espace historique du Grand Maghreb et de favoriser la mise en place des mécanismes nécessaires pour se mettre à la hauteur de ce que signifie l'appartenance historique et géographique à cette région qu'il nommait espace historique méditerranéen. Lors de la journée d'études qui a été organisée le 27 mai 2010 à l'université de la faculté des lettres de Mexique, en hommage à Mohamed Harkoun, hommage qui allait précisément être le dernier qui lui fut rendu de son vivant. Il suivit avec un grand intérêt les différentes communications présentées par les enseignants-chercheurs. Son émotion fut telle qu'il laissa couler les larmes. Lorsque la parole lui fut donnée en fin de journée, il déclare « Les propos que je viens d'écouter m'ont profondément ému parce que ces chercheurs ont exprimé dans leur exposé une véritable pensée engagée. » Cette journée d'études, le professeur Harkoun en rencontra les détails à ses amis en insistant sur son agréable surprise de constater à quel point ces chercheurs avaient compris et assimilé son œuvre. Dans le cadre de notre rencontre autour du défunt, nous ne saurions omettre de souligner le précieux héritage légué par le grand chercheur et le penseur que fut Mohamed Harkoun. Force de préciser néanmoins que nombre d'entre nous évoquons avant tout le souvenir inoubliable de l'homme qu'il fut, de sa bonté, de son humanité, de sa gentillesse, de son amour de la vie. Mohamed Harkoun a tenu obstinément à mépriser les soucis personnels et les préoccupations subjectives, à mépriser le souci personnel et pour nous combler, bien évidemment, généreusement, tant qu'il demeurera parmi nous, de son apport intarissable. N'est-il pas de cette espèce exceptionnelle de gens qui ont une conscience de la vie et de la force des idées? Je passerai au deuxième et dernier point, Mohamed Harkoun et la question de la méthode. Mohamed Harkoun a centré son intérêt en grande partie sur la question de la méthode. On s'aperçoit en effet que dans sa première étude axée sur Ibn Bouskaoui, philosophe du Xe siècle, auteur versé dans l'éthique, comme dans ses recherches méthodologiques, les plus récentes, il s'est montré particulièrement soucieux de faire évaluer sa démarche scientifique. L'épistémologie étant son sujet de préférence, comme on sait, ce chercheur en études islamiques se doit, à l'image de tout autre savant chercheur, de proposer un rapport détaillé sur sa méthodologie. C'est la tâche à laquelle, de même, ils sont surannés et obsolètes à de nombreux projets conçus par des penseurs arabo-musulmans qui croient que le retour aux formes anciennes est à même de mener la connaissance scientifique. Or, le terme critique ne renvoie point ici au concept de pensée impartiale, neutre et équilibrée, mais se trouve employé avec toute la signification que lui assigne Emmanuel Kant dans son œuvre Critique de la raison pure. Kant avait précisément abordé la critique de la raison pratique, la critique de la raison de la faculté de juger, selon tout vraisemblable, la triple critique de Kant visant les conditions requises pour les sciences, la morale et la perception esthétique. Passe pour l'une des plus célèbres théories philosophiques de la critique à l'époque actuelle.
Force de souligner à cet égard que Mohamed Harkoun, faisant explicitement appel à Emmanuel Kant, intitule l'un de ses ouvrages le plus important, Critique de la pensée islamique, ou bien Critique de la raison islamique, mécanisme d'enracinement du concept de critique dans les études islamiques. Les travaux de Mohamed Harkoun se trouvent fondés sur une triade conceptuelle d'une grande portée épistémologique, transgressée, déplacée, dépassée. La lecture critique des textes relevant de la tradition religieuse s'articule sur une réévaluation des concepts, des idées, de l'imaginaire, autant d'éléments que revêtent dans l'histoire de la pensée islamique le caractère stéréotype absolu et immuable. En termes concis, critiquer, loin de signifier démolir, déprécier, signifie plutôt précéder à l'évaluation et à l'appréciation à l'aune de normes scientifiques et de critères épistémologiques objectifs. Ainsi conçue et dotée de cette connotation positive et créatrice, avantageuse et rentable, la critique implique que soient chassés les mauvais esprits devant le risque de voir disparaître le sens qui a perduré au fil des millénaires. Afin d'éviter la perte de l'identité et la désintégration des valeurs, c'est que la critique n'est nullement nihilisme ni subtilisme, elle a foncièrement un caractère créateur et fondateur. Telle est la devise que cultive la pensée de Mohamed Harkoun au mépris de bien des tentatives d'incrimination dénuées de tout fondement. Je vous remercie. Merci pour ces réflexions sur la fécondité de la méthode harkounienne. Nous allons écouter maintenant Khaled Bencher, qui vient de Paris, qui est essayiste, qui anime l'émission que vous connaissez tous, Islam sur France 2, et qui préside, et ça je crois que c'est un élément important, il préside la conférence mondiale de religion, des religions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien entendu, c'est aussi avec une grande émotion que je m'adresse à vous, et tout particulièrement à la veille d'un anniversaire qui, pour les puristes de la langue française, disent que ce serait une commémoration, une célébration selon. On commémore ce qui nous a attristés, on célèbre ce qui nous a réjouis. Or, tout particulièrement, j'ai envie de dire avec un trait d'union, c'est une commémoration-célébration. Une commémoration parce que nous sommes dans un chagrin inconsolable. J'ai entendu tout à l'heure que nous sommes restés orphelins et que nous avons perdu en la personne de C. Mohamed Harkoun, l'homme, l'ami, le bienveillant et courtoyant l'époux et le compagnon. Il rejoignit le compagnon suprême il y a déjà de cela 3 ans. Et c'est un humaniste, c'est vrai, ça a été assez dit, un humaniste comme un intellectuel engagé, celui qui s'insurge contre l'écrasement de la question éthique, contre le piétinement du droit. Et pour lui, l'éthique, et depuis sa rencontre avec l'épuisement de Biscaoui, n'est rien d'autre de comment réussir une vie bonne dès ici-bas, bonne pour soi, utile pour autrui. Voilà pourquoi nous sommes vraiment attristés par cette disparition, parce que nous avons perdu aussi l'humanisme. Celui qui appelle pour un humanisme qui assume tous les héritages de tous les peuples, y compris ceux qui hannent encore sous des servitudes renouvelées. Celui qui appelle au remembrement non seulement de l'espace méditerranéen, mais de tant de sociétés disloquées, soumises à des servitudes renouvelées. Et d'un autre côté, eh bien, nous disons que c'est une ère nouvelle. Et ce que vous faites ce soir en témoigne. La conjugaison des efforts de la Fondation HER avec celle de la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix entre les cultures montre que nous ouvrons une nouvelle ère qui est celle de la libéralisation, de la libération d'une pensée. Lui-même nous a enseigné qu'il faut sortir de toutes les clôtures dogmatiques
quelle qu'elle soit, y compris la culture moderne de l'esprit moderne, mais surtout, en ce qui nous concerne, nous autres musulmans, sortir des enfermements doctrinaux, dégeler les glaciations idéologiques, par sa pensée effectivement subversive, dans le sillage des maîtres du soupçon. Et la fameuse triade qu'il a empruntée à son maître et qu'il a enrichi par son esprit perspicace et par sa hardiesse d'un intellectuel audacieux, engagé, ayant à cœur son investissement dans le monde, transgresser, déplacer, dépasser, transgresser les tabous, transgresser ce qui a été considéré comme un amoncellement du commentaire sur le commentaire, qui n'est qu'une construction humaine d'acteurs sociaux. Et pour faire vite, je vais au fait de déplacer l'étude du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens, d'espérance, de confiance et d'assurance. Soumettre nos références scripturaires, Leïla le disait tout à l'heure, à une approche critique. Et cette approche critique, historique, à la batterie de discipline des SHS, les sciences de l'homme et de la société, à la batterie de discipline que sont la médiologie, la sémiotique, la linguistique, l'historiographie, la grammaire, la philologie, tout cela au service d'une connaissance véritable, allant de pair avec l'élévation de l'âme humaine. Parce que la conquête du bonheur et la quête du salut doit se faire dès ici-bas. Et dépasser tout cela pour une raison émergente. Et la notion d'une rationalité métamoderne est quelque chose d'extraordinaire dans la pensée arconienne. La raison émergente est une raison qui dépasse la simple raison dualiste ou binaire. Une raison qui transcende une esthétique de la beauté et de la laideur. Une raison qui subsume une politique de l'insécurité et de la violence. Une raison qui est au-delà de l'utile et de l'inutile. Une raison qui est au-delà du bien et du mal. Parce que cette raison duale ne nous avait pas prémunis du fascisme, de la barbarie nazie, de l'extrémisme, du terrorisme, de tous les ismes qui nous étouffent et qui nous font mal. Et cette raison émergente allie à la fois les ressources inventives de la technoscience et l'inextinguible soif de spiritualité, l'invariant besoin de transcendance. Et pour ces Mohamed Hakoun, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, et que nous devons avoir une foi elle-même en quête d'intelligence. Il nous a enseigné que fides quod intellectum. Voilà ce condensé de témoignage que j'ai envie de vous dire, et je finirai par dire, certes, il y avait un vibrant appel de la part de Leïla pour que les autorités politiques, académiques, s'investissent à ce que la Fondation Mohamed Hakoun pour la paix entre les cultures soit vivante. Mais j'en appelle aussi à la société civile, à nous tous, à vous toutes et tous, parce que aucune nation, aucun peuple, aucune communauté, aucun groupe humain ne change véritablement si pris individuellement les membres de la nation, du peuple, de la communauté ou du groupe humain n'entreprennent pas un travail de conversion, de retour sur soi, d'une métanoïa. Voilà ce qu'il y a lieu de faire pour effectivement s'affranchir de la sainte ignorance ou de l'ignorance institutionnalisée. Parce que nous devons, et notre devoir, d'interroger ce qui se dit dans les mosquées. Et le plus souvent, on y enseigne des mensonges au regard de ce qui s'est passé à travers l'histoire. Donc, c'est une tâche considérable. Voudrions-nous sortir de l'ornière ou voudrions-nous continuer à subir? La question est d'être ou de ne pas être. Or, nous avons envie d'être ouverts sur le monde, assumant encore une fois tous les héritages positifs de tous les peuples, quels qu'ils soient, et c'est cela l'humanisme. Parce que c'est Mohamed Hakoun a dans son esprit la parole de Tawhidi quand il disait plus vaste encore que l'univers sont les propos sur l'homme, car l'homme est une problématique pour l'homme. Rappelons ce que disait Terence, l'esclave affranchi. Je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. C'est une question d'humanisme et c'est Mohamed Hakoun était un humaniste.
pour cette intervention haute en variation et très juste. Je vais donner la parole maintenant à Touria Yacoubi Arkoun. Nous lui devons cet événement en partie ce soir, car elle a voulu que la fondation Mohamed Arkoun donne naissance à un prix, nous en parlerons après. Elle va nous présenter cette fondation. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis bien sûr très émue de prendre la parole devant vous ce soir de cette occasion. Je n'ajouterai pas grand-chose à ce qui a été dit par les intervenants, mais j'aimerais juste préciser que plutôt que de convier quelques dizaines de proches et amis à une veillée conventionnelle, j'ai préféré partager avec vous ces instants privilégiés où Mohamed Arkoun nous a adressé des messages forts à des questions cruciales qui se posent partout à nous, mondialisation oblige. L'œuvre de l'érudit visionnaire qu'il a été pendant plus de 40 ans nous est léguée sous différentes formes, dont des concepts scrupuleusement élaborés dans divers domaines qui ne demandent qu'à être mis en pratique. C'est une tâche urgente, car il faudra des décennies, voire plus, pour voir émerger un autre savant de cette stature issu du monde arabo-musulman. Afin que tout cet héritage ne tombe pas dans l'oubli, j'ai créé cette fondation, puis lancé son site. Elle a été créée en janvier 2012, puis lancé son site en octobre de la même année. Des documents audio et vidéo qui sont mis en ligne gratuitement. Ce site étant de plus en plus consulté pour la richesse de son contenu, nous sommes en train d'en revoir l'architecture afin de le rendre plus facile d'accès grâce au système des playlists. Face au peu de réactions à ces appels aux décideurs et responsables politiques qui ne craignaient pas d'interpeller, il me disait souvent, pour calmer mon impatience devant tant de passivité, qu'il ne travaillait pas pour le présent, mais pour les générations futures. Puisse-t-elle m'entendre et faire comme Nabil Faziour et d'autres chercheurs à travers le monde, de Téhéran à Kaboul, Jakarta ou Tokyo, pour vulgariser sa pensée, qui s'adresse, il est vrai, plutôt au monde académique, et répandre sa vision d'un monde pacifié par la culture, l'ouverture à l'autre, quelle que soit sa langue, sa religion, sa couleur de peau. Bien qu'ayant moins de 2 ans d'âge et absolument aucune subvention sauf les miennes, notre fondation a plus de manifestations à son actif que d'autres qui ont pignon sur rue depuis bien plus longtemps. Ainsi, nous avons pu en organiser à Casablanca, à Tunis, Paris et bientôt à Bruxelles, puis Alexandrie avant la fin de l'année, si la situation politique le permet de nouveau. À Paris, le 23 octobre prochain aura lieu l'inauguration officielle d'une bibliothèque parisienne connue que M. Bertrand Delanoë a dénommée pour lui donner le nom de Mohamed Arkoun. À ce propos, il m'a écrit une lettre dont cette phrase m'a particulièrement touchée. C'est les paroles de M. Delanoë. Il m'a paru naturel de rendre hommage au nom des Parisiennes et des Parisiens à un homme qui a voué son existence à la connaissance des Lumières et à sa transmission dans le souci constant de rapprocher les êtres humains au nom de principes universels sans jamais nier la différence. Fin de citation. Espérons que les autorités de notre ville donneront, elles aussi, aux Casablancaises et aux Casablancais un espace approprié pour notre fondation qui nous permettra de nous réunir plus souvent et surtout de leur rendre accessible la bibliothèque personnelle de Mohamed Arkoun qui croupit dans un garde-meuble depuis 2 ans exactement.
Quant au prix dont nous assistons à la première édition aujourd'hui, je l'ai créé pour concrétiser une recommandation que je l'avais souvent entendu faire aux responsables des fondations ou autres institutions avec lesquelles il collaborait, à savoir que c'était le meilleur moyen d'encourager la recherche dans tous les domaines. Nous honorons ce soir le lauréat de ce prix, M. Nabil Faziou, pour son excellent travail, noté au-dessus de 15, qui a pratiquement fait l'unanimité du jury issu de 4 pays différents, France, Angleterre, Allemagne et Maroc, mais tous parfaits connaisseurs de la pensée de Mohamed Al-Koun. Je ne les remercierai jamais assez pour le temps qu'ils ont consacré à la lecture et à la notation scrupuleuse des travaux en compétition, malgré leur charge par ailleurs. Monsieur Candido Mendes, président de l'Académie de la latinité de Rio de Janeiro, ami et grand admirateur de la pensée de mon mari, qui regrette de ne pouvoir être parmi nous ce soir, a eu la générosité de doter ce prix d'une enveloppe de 4 000 €. Il a désigné le professeur François Yvonnet, membre du comité directeur de cette académie, pour le représenter à cette cérémonie. Avant de lui céder la parole, je voudrais remercier chaleureusement la Fondation HELM et à sa tête, Mme Yasmine Benhamdoul et toute l'équipe qui l'a secondée dans cette tâche pour avoir immédiatement accepté de s'associer à mon projet d'organisation de l'événement de ce soir. Mes remerciements vont également à tous les intervenants qui ont fait le déplacement pour venir honorer de leur témoignage la mémoire de notre cher disparu. Et bien évidemment, au public pour sa présence et sa fidélité. Comme d'habitude, permettez-moi de terminer par une phrase de mon mari, qui dit ceci: les ressources humaines et la diversité des patrimoines culturels sont si vastes et si évidentes au Maghreb qu'on peut légitimement espérer que toutes les difficultés, tous les retards, toutes les erreurs, tous les abandons, tous les échecs évoqués seront vite dépassés. Cela dépendra, il est vrai, de la volonté et de la lucidité des décideurs politiques qui imposent depuis longtemps une démocratie formelle sans donner aux citoyens les moyens de faire vivre une vraie pensée et une solide culture démocratique. Je vous remercie. Avant d'appeler le lauréat, je voudrais dire un mot de l'Académie de la latinité et de son fondateur, Candido Mendes. C'est un Brésilien génial, disons-le, et généreux, qui a fondé sur ses fonds propres cette académie qui organise depuis plus de 10 ans des séminaires alternativement dans le monde latin et dans le monde islamique au sens large. L'académie est allée en Iran, mais également à Rabat il y a quelques années. Monsieur Candido Mendes a développé cette idée, qui est une idée très précieuse, c'est qu'il y a un Occident souple, comme il y a un Occident dur, et cet Occident souple, l'Occident latin, et le Brésil est peut-être le point irradiant de cette latinité et de cet Occident souple, peut prendre langue avec le monde islamique, fût-ce dans ce monde islamique parfois des radicaux. Et à chaque fois, ces colloques sont des colloques extrêmement précieux qui permettent aussi un jour de parler, de prendre la parole, pas simplement de leur avoir accordé. Et Mohamed Al-Koun fait partie d'un grand nombre de ces sessions. Et Candido Mendes, de passage hier à Paris, que j'ai vu en partance pour le Kazakhstan, où il représente l'Alliance des civilisations de l'ONU, m'a rappelé l'importance de cette rencontre avec Mohamed Al-Koun, car grâce à lui, il a vérifié, découvert et vérifié que l'islam ne saurait se réduire à la caricature que l'on en produit trop souvent. Et il aime rappeler en particulier que le Brésil est un pays multiple, comme on le sait, et qu'il y a au Brésil une communauté d'origine arabe importante, et que cette communauté fait partie de la richesse de ce pays.
Donc au nom de cette rencontre entre la latinité et le monde arabo-islamique au sens très large du terme, je vais demander à monsieur Denis Tassou de venir. Avec grand plaisir et que je vous remets au nom de l'Académie de la latinité et grâce au geste de Touria d'avoir fondé cette fondation par ce chef. Merci. Monsieur, bonsoir. Je suis infiniment heureux d'être ici ce soir pour recevoir le prix Mohamed Harkoun et particulièrement fier d'être le premier récipiendaire de cette prestigieuse récompense. Le travail qui est distingué ce soir est le fruit d'un débat qui a eu lieu lors du séminaire organisé à la faculté des lettres de musique à Casablanca en mai 2010. Débat qui a suscité en moi un profond intérêt pour les différentes problématiques soulevées dans l'œuvre du professeur Mohamed Harkoun au sujet de la raison islamique afin d'éviter le grand danger qu'il nommait la clôture dogmatique. Cela m'a amené à développer une réflexion sur l'apport harkounien dans l'élaboration d'une tradition de la double critique portant simultanément sur la raison traditionnelle et sur celle émergente au fil de l'histoire occidentale. C'est ce volet que j'ai modestement exploité dans mes recherches académiques et notamment dans un ouvrage qui étudie l'image de l'islam et de son prophète dans l'imaginaire orientaliste. J'y ai montré le rôle que cet illustre penseur a joué dans l'assimilation de l'héritage orientaliste et dans son déplacement. Mon principal objectif a consisté à démontrer l'unité de la pensée de Mohamed Harkoun malgré la diversité thématique qui singularise son œuvre. Ayant constaté dès ses premières années de recherche philosophique des rapports particulièrement étroits entre la réforme politique et idéologique du monde arabo-islamique et le besoin d'une révolution scientifique qui briserait les limites de la méthode traditionnelle souvent utilisée par l'approche orientaliste dans la compréhension de la tradition islamique, ce penseur a été amené à lier les enjeux contemporains du monde islamique avec ce qu'on peut appeler la réforme épistémologique et scientifique de la raison occidentale et islamique. Le souci majeur qui préside cette recherche consiste à comprendre les défis principaux sur lesquels s'articule ce projet réformateur. Il s'agit tout aussi bien de soumettre à l'analyse la structure de la raison islamique que celle de la raison occidentale. Il était donc nécessaire à ses yeux d'examiner le regard que l'Occident porte sur lui-même et sur l'autrui, ce qui a permis de rendre compte de manière assez complète de la nature véritable de la critique à laquelle Mohamed Harkoun a soumis la raison occidentale. En effet, autant il s'est aligné sur le courant de la postmodernité et ce compte tenu de son fameux concept de raison émergente, considéré comme étant le fruit de l'autocritique que la raison moderne a exercé sur elle-même, autant elle a cherché à tirer parti des aspects positifs d'une telle raison. On est donc en présence d'un vaste programme de recherche pluridisciplinaire qui s'ouvre sur un sujet au retentissement multiple. Quoi qu'il en soit, j'ai mis dans ce travail le meilleur de mes efforts, tout en restant vigilant à dresser un premier état du corpus harkounien qui pourrait servir d'indicateur pour mieux limiter le cadre de ce champ d'investigation et réajuster ma vision dans les recherches à venir. Ce travail est bien évidemment dédié à la mémoire du professeur Mohamed Harkoun. Pour finir, je remercie chaleureusement les membres du jury qui ont pris le temps de lire mon travail et de le distinguer. Je remercie l'Académie de la latinité qui a doté ce prix Mohamed Harkoun d'une enveloppe de 4 000 € qui encouragera les chercheurs à s'intéresser à l'œuvre monumentale léguée par ce grand érudit. Je remercie également Mme Touria Yacoub Harkoun, présidente de la Fondation Mohamed Harkoun,
pour la noblesse du travail qu'elle mène à la tête de cette institution, pour garder vivant l'œuvre de son mari et organiser des manifestations comme celle qui nous réunit ce soir. Et merci. Notre ami Edgar Morin, qui est arrivé tout à l'heure, il y a moins de 2 heures, de Paris, juste pour livrer sa conclusion à notre manifestation de ce soir. Je vous prie de l'applaudir. Chers amis, je veux d'abord remercier Touria Yacoubi Erkoun de m'avoir fait ce gros honneur d'être présent parmi vous dans cette si émouvante, si belle et si nécessaire cérémonie vouée à notre cher Mohamed Arkoun. Et je suis heureux de voir que cette cérémonie et en même temps montre qu'une fondation est née, une fondation est là, non seulement pour rendre hommage à la pensée de Mohamed Arkoun, mais pour continuer son œuvre à travers les obstacles, les difficultés. Cette fondation est nécessaire et je pense que cela, cette cérémonie, nous encourage à encourager la fondation Mohamed Arkoun. Et ce mot de fondation tombe bien, car la pensée de Mohamed est une pensée fondatrice. C'est une pensée fondatrice, je dirais, une pensée, une complexité nouvelle pour saisir ce qu'est l'islam, c'est-à-dire à la fois en combinant l'épistémologie, l'anthropologie, l'histoire. Et c'est ça qui constitue le soubassement à son humanisme militant. Et quand on dit humanisme militant, c'est effectivement, il démontre non seulement que l'humanisme n'est pas un monopole qui est celui de l'Ouest européen, l'humanisme non arabe, comme l'islamisme, l'islamisme peut germer, l'humanisme peut germer et naître, se déployer. Et qu'est-ce que c'est que l'humanisme? L'humanisme, c'est de reconnaître en l'autre l'étranger, l'inconnu, celui qui relève d'une autre culture, d'une autre mentalité, de le reconnaître en lui la plénitude de la qualité humaine. C'est ce mot de reconnaissance. Vous savez qu'un des besoins humains fondamentaux, c'est d'être reconnu, d'exister au regard des autres. Et l'humanisme a cette vertu de pouvoir reconnaître la qualité de l'autre, c'est-à-dire l'autre à la fois différent de soi et à la fois semblable à soi. C'est ça qui est l'humanisme, reconnaître que la diversité humaine est fondamentale dans l'unité humaine et que l'unité humaine elle-même est fondamentale dans la diversité humaine. Le combat de Mohamed Arkoun, et je l'ai dit déjà à d'autres occasions, est un combat sur deux fronts. D'un côté, il dénonce, il combat, il critique une vision obscurantiste, une vision réductrice, unilatérale, caricaturale du monde arabe et du monde islamique. Mais de l'autre côté,
il combat un dogmatisme de ceux qui prétendent avoir le monopole de la représentation de l'islam, et qui, elle aussi, est une conception réductrice, unilatérale et caricaturale d'une grande religion et d'une grande pensée. Dans le fond, sur les deux fronts, c'est le même type d'ennemi, le même type de simplification, le même type d'abêtissement que l'on rencontre. Et le courage de Mohamed Harkoun est d'avoir pu lutter sur ces deux fronts. Les idées de Mohamed Harkoun progressent, mais dans une évolution du monde et des sociétés qui régressent. Et alors, je pense que seule une grande progression de cet humanisme artinien peut nous aider à renverser le cours régressif que prend l'histoire des sociétés à l'heure actuelle dans notre planète, que prend, je dirais, le cours planétaire que suit l'humanité. Mohamed Harkoun, la pensée de Mohamed Harkoun, est comme celle d'un arbre qui répand ses germes, ses semences à tous les vents dans le monde. Et ces germes, ils vont ici et là pouvoir féconder les terres. C'est ça notre espoir. Car nous sommes, donc l'humanité vit une aventure inconnue. Et aujourd'hui, nous avons vu sa présence vivante sur cet écran. Mais que nous dit Robert Kuhn? Que nous dit-il? Il nous dit de parier dans cette aventure inconnue sur le meilleur de l'esprit humain et sur le meilleur du cœur humain.